Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition des Chemins d'innovation et de l'Observatoire Comédia qui porte aujourd'hui donc une approche nouvelle encore dans ce que sont les médiums qui composent la dynamique de la communication nécessaire. Comme vous le savez, le marché de la communication a retrouvé des couleurs au cours de ce premier semestre 2021, même si nous n'avons pas rattrapé les retards que nous avons enregistrés au cours de l'année 2020. Mais il semblerait que les perspectives du second semestre nous donnent effectivement des perspectives tout à fait pertinentes et ambitieuses sur le monde de la communication. Il est important aussi de noter que les grands annonceurs, notamment du monde du retail, se sont eux-mêmes démarqués et les pressions marketing-communication sont de plus en plus importantes. Pour autant, il faut que nous soyons tous vigilants sur l'efficacité que doivent apporter les médiums. Et nous, à l'Observatoire Comédia, nous essayons de chercher les solutions qui, aujourd'hui, répondent à cet objectif. Non simplement sur le retour sur l'investissement, mais éventuellement sur la monétisation. Et c'est le sujet que nous avons souhaité ouvrir aujourd'hui et je suis ravi donc d'accueillir donc effectivement David et Vladimir que je vais laisser se présenter. Ils vont se présenter et ils vont nous présenter une nouvelle approche autour d'un médium important qui a retrouvé lui aussi les couleurs au cours de ce premier semestre et qui probablement contribueront indéniablement à sa dynamique. David, Vladimir, je vais vous laisser vous présenter et je vous invite à ce que vous puissiez dès à présent donc nous acculturer à cette nouvelle approche qui est la vôtre, à cette dynamique que vous savez créer et aux ambitions que vous portez. David. Juste avant, excusez-moi, juste je précise, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'espace dédié à cela. Nous pourrons y répondre juste après. Je ne vous interromps pas plus longtemps. David, je te laisse la main. Merci Louison, merci Dominique. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle David Kéridin. Je suis le président et cofondateur de la société Scénario, spécialisée sur la gestion de contenu, sur la gestion des écrans en masse. Et je vais en parler un tout petit peu plus après. Je vais laisser Vladimir se présenter. Bonjour à tous, je suis Vladimir Chou. Je suis VP demande chez Hivestack. Hivestack est une société spécialisée dans le programmatique dans l'affichage. Alors aujourd'hui, comme précisé par Dominique, on va faire un petit pas en arrière pour mieux sauter dans le monde du digital out of home, du DO. Donc vous allez entendre quelques acronymes aujourd'hui. On va essayer de parler simplement de façon à ce que tout le monde puisse comprendre les enjeux qui arrivent dans le monde du digital out of home, et celui de la programmatique. Mais avant tout, peut-être qu'on va faire un petit saut en arrière pour reprendre les bases et les basiques du monde de la publicité. Donc, avant tout, l'out of home, le média out of home, il faut savoir que c'est un média qui représente aujourd'hui 7% des dépenses publicitaires mondiales. Et au sein de on va dire de ce média, il y a la partie digitale qui est en pleine croissance puisqu'elle représentait rien il y a quelques années encore. Et aujourd'hui, c'est 25% du revenu des dépenses publicitaires du monde de la out of home. Le digital amène beaucoup de choses dans ce milieu. Il amène la capacité de diffuser des contenus en temps réel. Il amène une ultra contextualisation dans le monde réel, donc dans les points de vente, dans le chemin en fait de vie du consommateur, directement dans la rue ou dans les villes. Et enfin, il est ultra localisé, ce qui va permettre des nouveaux usages que Vladimir va nous présenter juste après. Mais comme tu le disais, Dominique, avant tout, le média digital out of home, c'est un média qui est en forte croissance. Et on le voit, il y a une vraie reprise de l'activité. Et cette reprise de l'activité est poussée par une révolution qui arrive sur le marché, puisque en juillet dernier, JCDecaux a décidé d'ouvrir son inventaire à la programmatique. Et pour comprendre en fait qu'est-ce que c'est que l'ampleur de ce changement, il faut comprendre qu'est-ce qui va passer sur ces écrans, quel est le but de ces écrans. Donc nous, Scénario, sur ce métier, notre mission, c'est de permettre une communication que les gens aiment, et cela à travers une solution d'affichage dynamique. Donc l'affichage dynamique, c'est la solution logicielle qui va permettre de piloter ces écrans. Et notre métier, c'est de gérer l'impact de la communication. Et dans le monde de la publicité, l'impact, c'est clé, puisque l'impact de la communication, c'est ce qui génère l'engagement, et donc c'est ce qui se vend auprès d'annonceurs. Et quand on parle d'impact de communication, dans le monde du digital, qu'est-ce que c'est ?
c'est en fait tout simplement le croisement de 5 enjeux simultanés qui vont passer sur les écrans. Le premier, c'est celui du contenu éditorial. Aujourd'hui, une régie publicitaire, que vous soyez régie pure ou une régie directement intégrée chez un retailer, par exemple, vous devez de diffuser du contenu éditorial. Une récente étude qu'on a fait en tant que club du digital média avec l'IFOP révélait que 59% des Français jugeaient les écrans intéressants. Ça montait à 74% des 18-24 ans, dans le cas notamment où le contenu n'était pas uniquement publicitaire. Donc, je pense qu'il y a un véritable enjeu de contenu éditorial, de création de lignes éditoriales, de façon à générer de l'impact sur cette communication. Et on voit la levée de fonds qu'il y a eu il y a quelques années et qui est encore en cours dans les villes, où les citoyens ne veulent plus avoir des écrans qui vont juste diffuser de la publicité, ils veulent des écrans qui vont les intéresser. Donc, il y a un vrai enjeu de contenu éditorial à mettre dessus, mais aussi de communication qu'on appelle locale, c'est-à-dire qu'on va avoir de la communication qui va venir du siège du réseau, tout comme au plus local, de façon à continuer à générer de l'impact. Dans le monde du retail, on va avoir beaucoup de contenus qui vont venir du trade marketing. On le voit notamment dans des régies comme la Fnac, sur lequel le trade marketing a une place clé, puisque quand on est une enseigne qui vend des multiproduits et des multimarques, c'est quelque chose qui fait partie du mix marketing, donc des marketeurs. Et donc, ces écrans vont prendre une vraie place dans la stratégie de trade. Et enfin arrive la partie pure monétisation. Et donc, jusqu'à présent, la monétisation se passait de manière traditionnelle de gré à gré. Donc, on avait, en passant évidemment par des trading desks, des annonceurs qui allaient décider avec la régie de diffuser leur contenu sur un ensemble d'écrans pertinents. Et aujourd'hui, arrive la vente programmatique dont va nous parler Vladimir. Et cette vente programmatique change toute la donne puisqu'elle permet directement de se connecter à des annonceurs sans avoir à travailler de gré à gré et à monter toute une structure. Donc, c'est quelque chose qui va changer la donne et que je vais laisser Vladimir présenter. Merci David. Effectivement, le programmatique en DOH, on en parle depuis un petit moment, depuis un petit peu plus de 2 ans. Et comme l'a dit David, ça se met enfin en place, notamment avec l'arrivée de JC Deco qui a mis à disposition son inventaire à partir de début juillet. Donc, le DOH se lance enfin sur la France en suivant également le modèle online, c'est-à-dire avec un démarrage plutôt lent, mais une croissance ensuite assez régulière. Pour vous présenter rapidement Hivestack. Hivestack, c'est une société canadienne dont le siège est à Montréal, qui est spécialisée dans le programmatique en affichage, c'est-à-dire qui propose une plateforme qu'on appelle SSP, qui va permettre justement aux éditeurs, aux diffuseurs de monétiser leur inventaire. Et côté demande, une plateforme qu'on appelle DSP, Demand Side Platform, qui va permettre aux acheteurs d'accéder et d'acheter cet inventaire. Et en s'appuyant, comme l'a dit David, c'est une notion qui est vraiment clé en programmatique, en s'appuyant sur la data et notamment sur des données de géolocalisation pour être capable d'étudier la mobilité, les déplacements des individus et de faire la sélection des écrans lorsqu'on observe ce pic de fréquentation de la cible. Je vous propose de définir aussi le programmatique. C'est vrai que c'est un sujet d'actualité dont on parle beaucoup, mais il convient quand même de le définir. Alors, le programmatique en DOH, sur le même modèle que le programmatique online, est un procédé automatisé d'achat des espaces publicitaires qui va de la réservation à la facturation en passant par la transmission et la diffusion des créations. Ce qui est vraiment clé en programmatique, c'est que ce modèle s'appuie et repose sur l'utilisation de données des individus pour justement être capable d'analyser cette mobilité et d'être capable de les toucher sur les bons écrans et au meilleur moment.
L'achat programmatique, il y a différents niveaux dans cet achat programmatique. Vous avez 3 modèles, en fait. Il y a ce qu'on appelle l'open auction, qui est globalement alors majoritaire sur le modèle online. Et vous avez ensuite les deals non garantis, qui sont le modèle le plus utilisé, en tout cas sur le programmatique DOH. Et un troisième modèle qui s'appelle le deal garanti, qui se développe beaucoup dans le online et qui devrait voir le jour prochainement sur le programmatique DOH. Alors, pour vous décrire un petit peu le modèle et la façon dont ça fonctionne, le programmatique dans le DOH, donc de la même façon sur le même modèle que le online, est un écosystème qui va mettre en relation un vendeur, c'est-à-dire un éditeur, un retailer qui veut monétiser son inventaire, avec un acheteur, un client directement, une agence, qui va pouvoir acheter cet inventaire au sein de ce qu'on appelle un ad exchange, qui est une place de marché virtuelle qui s'appuie sur des plateformes. Donc, une plateforme, ce qu'on appelle une SSP, Supply Side Platform, côté éditeur, donc pour monétiser l'inventaire, et donc une DSP, une Demand Side Platform, côté achat pour accéder à cet inventaire. Et donc, à chaque fois qu'un spot va être disponible dans une boucle, cela va envoyer un appel publicitaire avec toutes les caractéristiques de l'impression, qui correspond, l'impression, donc notion importante, ça correspond à un contact. En affichage, en DOH, c'est un média qu'on appelle le one-to-many, qui va s'adresser à plusieurs personnes au même moment. Et du coup, l'impression en DOH va correspondre à un contact. Et l'acheteur peut alors décider de prendre l'impression en fixant un prix pour remporter l'enchère en se basant sur des critères de ciblage. Et ce modèle, le programmatique, c'est donc une vraie révolution comparée au gré à gré parce que finalement, il va complètement changer le modèle d'achat. En gré à gré, on est sur des achats au réseau qui sont illustrés sur le graphique côté gauche, où on est finalement sur un media planning. Les achats se font sur des réseaux et on va passer cette fois-ci grâce au programmatique sur ce qu'on appelle de l'audience planning, c'est-à-dire un achat défini sur des cibles précisément, avec un découpage qui va être du coup beaucoup plus précis. On va faire la sélection des écrans à certains moments et on va être capable de sélectionner ces moments en fonction des pics de fréquentation de la cible. Donc, les possibilités sont multiples et vraiment sur mesure, en s'appuyant sur une granularité aussi fine que celle qui est disponible dans le online. Et c'est ce qui confère en fait toute la dimension digitale qui était jusqu'à présent un peu sous-exploitée en gré à gré avec de l'achat sur les réseaux. Donc, on va donc avoir une diffusion à l'impression marquée par ces pics de fréquentation et qui peut être conditionnée aussi sur des différents événements, différents critères, que ce soit des critères météorologiques, que ce soit des pics de pollution ou autres. On a la possibilité aussi, ça fait partie vraiment des gros avantages du programmatique, d'apporter une flexibilité en démarrant des campagnes très rapidement et en étant capable aussi de les arrêter si un événement survient et que la campagne nécessite d'être mise en pause.
Donc, il y a cette flexibilité, en tout cas, de programmation. Ça permet aussi de faire de l'optimisation. Le programmatique est très centré sur les résultats de la campagne et on a, au cours de la campagne, la possibilité d'optimiser la campagne en fonction des résultats qu'on va pouvoir observer. Donc, cela nécessite notamment le fait d'avoir une mesure précise des campagnes, que ce soit sur du trafic généré en point de vente ou sur des incréments de notoriété. Voilà, je relaisse la parole à David. Merci Vladimir. Du coup, moi pour finir rapidement avant de passer aux échanges, je vais préciser deux choses. La première, c'est que ce qu'on vient de raconter est très technique. Malgré la simplification qu'on essaye de mettre dans ce monde-là, nous, notre métier, que ce soit celui de Hivestack ou celui de scénario, c'est d'absorber cette complexité pour rendre, pour la transformer en simplicité et en quelque chose d'actionnable dans le monde du retail ou dans le monde de la régie. Donc, il faut pas voir ça comme quelque chose de… Il ne faut pas chercher à comprendre la technique qu'il y a derrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est la capacité que ça va permettre de générer et comment se l'approprier en tant que retailer ou régie. Donc, les régies, évidemment, se le sont déjà appropriées et ça fait un moment que les régies publicitaires s'équipent en technologie de façon à pouvoir accepter et absorber ce genre d'évolution sur le marché. Mais dans le monde du retail, c'est une nouvelle étape qu'il va falloir franchir et qui va être franchissable. Je voulais ici prendre 3 exemples parmi notre base client. Ils ne sont pas des personnes qui monétisent aujourd'hui forcément leurs écrans, ni même par la programmatique, mais juste pour donner un ordre d'idée de ce que c'est que le terrain de jeu qui est disponible grâce aux retailers. L'avantage du monde du retail, c'est qu'on est dans le monde physique, on a une audience captive et on a une audience qui est segmentée. Et quand on s'appelle Etam, on a une cible féminine B2C sur lequel des annonceurs, évidemment, sont intéressés à qui les annonceurs sont intéressés de parler. Quand on s'appelle boulanger, on a aussi de nombreux points de vente physiques, des espaces sur lesquels on ne va pas toucher forcément les mêmes cibles et ce sont d'autres cibles qu'on va pouvoir toucher pour aller toucher l'audience directement et suivre l'audience. Et enfin, l'exemple de Point P, on est plutôt sur du B2B, des artisans experts. Bref, c'est ce que je voulais représenter ici, c'est le fait que c'est un véritable terrain fertile de jeu pour les annonceurs, mais aussi pour les marques. Mais pour ça, en fait, pour pouvoir l'absorber, il y a quelque chose qui est fondamental pour le monde du retail. Le problème, c'est ne pas oublier que la base de la pyramide pour fonctionner et pour monter une régie publicitaire, c'est avant tout définir sa stratégie de communication de façon à être crédible et cohérent par rapport à sa marque. Le but n'est pas de voir des écrans déployés partout et n'importe où dans tous les points de vente sans réflexion aucune. On ne va pas transformer son point de vente en outil de monétisation grâce à la programmatique et au digital signage du jour au lendemain si ce n'est pas cohérent avec notre marque. Donc, c'est très important que la stratégie de communication et de la marque, de prise de parole de la marque, soit la première étape de la transformation. La seconde est évidemment de transformer son parc en inventaire et tout ça, ça va passer par de la data. Et c'est intéressant parce que ça va forcer le monde du retail à se poser les questions et à noter en fait et à écrire et à chercher qui on a comme audience dans notre point de vente, à quel moment. Donc, on va devoir flaguer l'audience potentielle, l'emplacement des écrans, réfléchir à comment on embarque une audience dans le chemin dans son chemin de vente. Et tout ça, ça passe par la qualification et la data, puisque à partir du moment où l'écran est qualifié, on va pouvoir déclencher cette révolution et intéresser des annonceurs qui vont pouvoir prendre parole et prendre position grâce notamment aux plateformes programmatiques. Voilà les différents éléments que je voulais mettre en avant de te laisser la parole, Dominique. Oui, alors moi j'ai une question. Tu faisais valoir au début donc, de ta présentation la valeur du contenu versus la valeur de l'offre. Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer sur le sujet, en quoi la valeur du contenu peut améliorer la monétisation ou pas,
et pourquoi elle l'accélère par rapport à l'offre. Est-ce que tu peux là nous éclairer sur ce sujet-là? Je t'avoue, je t'ai pas tout à fait, j'ai pas cerné, je dirais, le mix des deux. Donc, Très bien. est-ce que tu peux nous donner des cas concrets et d'exemples sur le sujet? Je vais donner un cas concret qui est, selon moi, la régie publicitaire la plus en avant sur ce marché, notamment sur le marché français. C'est celui de Phoenix Digital. Toute la stratégie de Phoenix Digital est toujours passée par le média et la qualité du média, ce qui rend ces écrans des incontournables pour tous les passants et pour toute l'audience. Et en fait, quand on réfléchit à son mix de contenu, avant tout en réfléchissant à comment on peut captiver l'audience, on va créer un média qui est extrêmement performant en termes d'impact et sur lesquels les annonceurs vont se battre pour passer sur ces écrans parce qu'on a de la qualité. Et les annonceurs qui cherchent à atteindre une cible de qualité vont chercher des réseaux sur lesquels la qualité est mise en avant. Et on voit vraiment le mix média qu'il y a sur ces écrans et c'est absolument fantastique. Et c'est quelque chose qui est absolument à l'opposé de ce qui a pu se passer dans la pharmacie au tout début. Alors, c'est quelque chose qui est en train de changer et je pense que vraiment les opposés, c'est les écrans en vitrine déployés par une régie comme Phoenix et les écrans, les micro-écrans dans les pharmacies sur lesquels on voit tout et n'importe quoi, ça flash de partout, c'est Noël en permanence et sur lequel, en fait, on n'a pas la qualité. Et donc, les annonceurs qui vont passer là ne vont pas aucun annonceur de qualité va vouloir mettre sa marque associée à ce type de communication. Et donc, on a un vrai problème de poids là-dessus, de valeur du média à partir du moment où on n'a pas la qualité du contenu. Alors, une question pour Vladimir. Vladimir, la courbe d'expérience acquise sur ton pays d'origine, donc le Canada, si j'ai bien compris, quel enseignement vous en avez-vous tiré? Est-ce que nous sommes en retard? Nous sommes, je dirais, dans la course? Ou qu'en est-il réellement? Et quels sont un peu les enseignements et l'histoire qui nous permet peut-être de nous reprojeter sur ce que sera la dynamique de la programmatique, d'où, donc, dans les prochains mois? Alors, effectivement, quand on s'inspire du modèle canadien ou dans d'autres pays, en Amérique du Nord, le programmatique en DOH est lancé depuis déjà pas mal d'années. Donc, la France, effectivement, a un petit peu de retard, mais finalement, quand je faisais un parallèle avec le programmatique en online, le schéma est assez similaire. C'est-à-dire que la France s'est lancée assez tardivement, mais on peut être globalement assez confiant parce que quand on regarde justement ce qui s'est fait sur le online, on s'aperçoit qu'il y a une prise de conscience peut-être un petit peu tardive, mais qu'après, la croissance a été vraiment régulière et soutenue pour arriver à un degré de maturité assez rapidement. Et je suis convaincu que le programmatique en DOH, ça va être également la même chose. C'est un sujet dont on parle depuis plus de 2 ans, qui est vraiment en train de prendre une autre dimension et en train de se lancer sur la France. Et je suis convaincu que, et je le vois déjà d'ailleurs à travers les relations que je peux avoir avec les éditeurs ou les acheteurs, et les deux se rejoignent justement pour déjà lancer de nouveaux modèles, déjà développer donc les modèles dont je vous parlais d'Open Auction, qui sont des niveaux un petit peu plus matures. Donc tout ça, je pense, va arriver très rapidement. Alors, juste, très concrètement. Je voulais juste en profiter parce qu'on parle de la France, on parle du Canada, mais il y a une question du coup de Romaric qui demande l'avenir de la programmatique en Afrique. Donc, est-ce que vous aviez une vision là-dessus, David ou Vladimir, peu importe? Alors, moi, Hivestack n'est pas présent en Afrique. Après, effectivement, je pense que le programmatique est vraiment l'opportunité qui permet à n'importe quel continent, à n'importe quel pays de se développer assez rapidement grâce à ces procédés d'automatisation où finalement, à partir d'une plateforme, on va être capable à la fois donc de monétiser son inventaire et donc pour les acheteurs également de l'acheter très rapidement. Donc, je pense que je suis convaincu. Après, je vous avoue que je connais pas très bien le marché en Afrique, mais que comme dans n'importe quelle région, le programmatique est certainement une opportunité pour développer le média. Alors,
D'une façon très concrète, on est quand même, nous, champions du monde dans le monde du retail. Hein, on a quand même été les pionniers du retail. Il faut qu'on l'oublie, jamais que l'on puisse l'oublier. Quel est l'accueil aujourd'hui de ce procédé, de cette offre de valeur de la part des grands retailers, et notamment du monde de la grande distribution, qui, comme vous le savez aujourd'hui, cherche véritablement à trouver de nouveaux médiums, cherche à monétiser, bien entendu, cherche également à redonner du sens donc à son commerce. Donc beaucoup d'interrogations sont posées. Il semblerait quand même qu'on soit un peu en retard, non? Ouais, si je peux prendre la Et parole pourquoi? Je pense que effectivement, alors on a été pionnier et on est probablement un peu en retard. Maintenant, ce qui est en train de se passer, et je pense qu'il y a quelque chose qui est relativement positif, c'est que on voit un mix média, on va dire contenu éditorial et écran publicitaire qui se fait de manière assez saine et qui évite de mixer des univers au sein d'écrans un peu disparates. On peut citer par exemple le cas de Auchan avec sa régie Emedia Center qui a fait quelque chose, je pense, de super au niveau de ses hyper, qui a véritablement créé un réseau d'écran, qui a vraiment créé une véritable régie sur laquelle, avec de la qualité, avec un réseau cohérent, sur laquelle des annonceurs peuvent prendre la parole de manière nationale. Et ces écrans-là, ben oui, je pense qu'aujourd'hui, il doit y en avoir un peu plus de 3000 ou 4000 de déployés. Je pense que ces écrans-là, peut-être qu'ils arrivent tard par rapport à des enseignes comme des Walmart ou autres aux États-Unis, mais ils arrivent avec une qualité et un contenu qui est, je pense, le contenu qu'il faut pour que ce média soit pérenne et éviter de tomber dans les travers que je pouvais citer tout à l'heure. Maintenant, ce qu'on voit dans les… donc là, tu parles du monde de la grande distribution, mais il y a aussi énormément de réseaux retail autres que ceux de la grande distribution. Et ceux-là se cherchent beaucoup plus. Et je pense qu'il y a un vrai problème d'investissement sur la partie digitale qui vient notamment, à mon avis, probablement du fait qu'on n'a pas encore compris l'impact et l'importance que pouvait jouer le rôle des écrans dans la marque, dans le ROI et dans les visites et dans le branding qu'on pouvait créer. Et pour citer une marque que j'ai citée tout à l'heure, qui est Etam, je pense que si on cite un Etam ou Don't Call Me Jennifer, c'est tous les deux des enseignes qui ont vraiment tout misé sur le branding, sur les écrans et le digital dans leur point de vente. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Et il n'y a pas besoin que de la programmatique arrive dedans. Aujourd'hui, ce n'est pas leur stratégie. Mais quand on voit que des acteurs comme ça investissent des millions et des millions dans un réseau de façon à créer en fait et à créer une ambiance, un vrai parcours de marque, ben, c'est une très bonne nouvelle, je pense, pour le secteur parce que c'est la preuve que évidemment ça a un impact ROI. Et si demain on arrive à mixer ça avec du revenu publicitaire, on est en capacité de trouver un ROI fort sur les écrans et donc permettre de continuer la digitalisation du retail. Est-ce que cette technologie de la programmatique permet quand même d'analyser l'efficacité des médiums entre eux, et notamment la place effectivement du doux par rapport aux autres médiums utilisés? Comment ça se positionne, cette logique du mix média, et comment on en analyse véritablement la performance, la complémentarité ou pas d'ailleurs? Alors, justement, le programmatique en online doit représenter quasiment les 2/3 des investissements. Et quand on considère les réseaux sociaux également, cette part est encore plus forte. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, le programmatique représente une part très conséquente. L'opportunité aussi du programmatique en DOH, c'est que ça va permettre de rattacher le média DOH au online, en complément de vidéos en ligne, de display, de mobile. Il y a une vraie complémentarité. On a vu qu'il y a une vraie complémentarité aussi entre le média, le DOH et le mobile, à la fois au niveau des formats, de la mobilité. Ce sont deux médias de mobilité. Donc, effectivement, le programmatique en DOH apporte des mesures qui essaient d'être les plus proches de ce qu'on peut observer en online pour agréger et qu'il y ait cette vraie complémentarité entre les médias. Et donc, l'opportunité, en tout cas, elle est aussi de capter des investissements qui viendront plutôt
du online, sachant que c'est la grande majorité des investissements qui sont réalisés maintenant par n'importe quel client, c'est de pouvoir capter ces investissements pour les avoir sur le média DOH. Alors, tu n'as pas complètement répondu à mon interrogation, donc je vais me permettre de me reformuler. Tu parles de le online, mais la complémentarité offline. Donc, parce que là, se pose quand même un point clé. On sait que le poids des investissements publicitaires dans le monde du retail, donc le offline, est extrêmement présent. Et comment les choses, donc, effectivement, s'opèrent sur ce sujet-là, ou est-ce qu'on n'a pas de pont qu'on a su créer pour pouvoir évaluer donc, la complémentarité des médias entre eux, notamment par rapport à offline? Alors, la complémentarité avec les médias dits offline, elle existe. Elle existe. Comment? Elle existe notamment avec la télé. Maintenant. Mais moi, oui, d'accord. Mais ma question, aujourd'hui, moi, dans le retail, le print, l'imprimé sans adresse constitue un de mes vecteurs de trafic extraordinaire. On peut tout dire, mais pour l'instant, on n'a pas encore, je dirais, trouvé toutes les bonnes solutions qui permettent d'avoir l'efficacité qui est celui-ci, en l'occurrence, de ma lecture. Peut-être pas partagé par tous, mais de ma lecture. Donc, comment aujourd'hui on gère cette complémentarité entre le offline, je fais mon action publique promotionnelle print, et comment, effectivement, je le relaie donc, dans la dimension online, et notamment programmatique. Alors, moi, à ma connaissance, pour l'instant, cette complémentarité, elle ne s'est pas encore mise en place. Il y a effectivement énormément de choses à faire parce que les imprimés sans adresse, c'est aussi des investissements qui sont assez conséquents, notamment pour les retailers, et vraiment indispensables. Alors, par contre, il y a une évolution, en tout cas, des imprimés sans adresse pour essayer de se digitaliser. Mais la complémentarité, en tout cas avec les médias, et notamment avec le DOH, elle se fait aussi sur la mesure des KPI. Et c'est pour ça qu'il y a des ponts qui sont beaucoup plus naturels avec le online et un petit peu moins avec le online et notamment avec les imprimés sans adresse. Et peut-être juste pour... David, peut-être un point d'observation sur ce sujet? Mais oui, je pense que, enfin, je rejoins Vladimir sur les KPI. Je pense que les KPI, l'intérêt en fait du DOO, c'est que c'est les mêmes KPI de l'online, donc elles sont directement comparables. On parle notamment d'impression, on parle de dwell time, de temps d'attention. On est capable de mesurer des KPI qui sont similaires. Maintenant, le digital out of home, c'est un des médias parmi d'autres dans le mix média, et ça, voilà, et c'est vraiment un parmi d'autres. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est, en tout cas pour moi, et ce qu'expliquait Vladimir tout à l'heure, c'est que la programmatique, c'est la capacité d'aller chercher des budgets qui ont filé vers l'Internet pour revenir dans le monde de la out of home. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'expliquais que c'était environ 7% de part de marché, la out of home, sur les dépenses publicitaires mondiales. Il faut savoir que l'Internet, c'est plus de 40%. Et donc, c'est ces 40% qui est un pool sur lequel il y a des dépenses qui vont glisser. Sur Paris Retail Week, la semaine dernière, une conférence, dans une conférence organisée par le Club du Digital Media, il y avait PSA qui intervenait et qui expliquait justement comment son mix média avait changé pour passer du full online et sur lequel c'était Google et Facebook pour passer sur du 20% digital out of home parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle arrivait à faire du drive to store et elle arrivait à mesurer son impact. Donc, je pense qu'il y a des vraies transitions, des vrais, on va dire, transferts qui s'effectuent dans ce monde-là. Louison, on a toujours décidé de jouer la transparence totale de l'information et je remercie Nicolas donc, pour sa question. Donc, on doit la saisir, on doit un petit peu l'exprimer, ma chère Louison, de façon à ce que David et Vladimir nous y apportent réponse. On ne peut pas la laisser sans réponse. Oui, bien sûr. Donc, il y a une remarque et une demande de recherche de solutions, en tout cas de la part de Nicolas, qui travaille avec vous, Scénario, qui dit que le retour qualité est super, mais par contre, il recherche encore à ce jour le gain qui pour lui est médiocre. Donc, il demande voilà comment
une solution par rapport à ça. Ouais, c'est super. Je pense que cette question, elle est, je pense que cette question, elle est top parce qu'elle va permettre d'évoquer un point qui est absolument fondamental. La magie n'existe pas et elle n'a jamais existé. Et ce qui arrive aujourd'hui et les retours de bâton qu'on a aujourd'hui de la pub online, c'est plus de 50% de la pub online est cliquée par des robots. L'avantage du digital out of home, c'est qu'il n'y a pas de robots. Et en fait, on va toucher des gens. Par contre, il n'y a pas de magie dans le sens où c'est pas parce que demain je mets mon inventaire en ligne que des millions d'euros vont arriver sur mes écrans. Et donc, de l'importance de créer des réseaux, et je pense que la force d'une régie publicitaire, mais qui peut être la force aujourd'hui d'un retailer quand on a un véritable réseau installé, c'est d'être en capacité de créer un espace cohérent dans lequel des marques vont vouloir prendre la parole. Et en fonction de son espace, on va avoir deux possibilités sur sa monétisation. La première, elle va être globale. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on veut intéresser une marque comme Renault, une marque ou comme PSA au niveau national, on ne peut pas les intéresser sur un parc de 6 écrans, sur un parc de 15 écrans, même sur un parc de 50 écrans qui vont être un peu disparates. La création des réseaux, c'est le métier des régies et ils créent des réseaux qui sont cohérents de façon à ce que ces annonceurs nationaux mettent des budgets sur le national. À côté de ça, il y a une possibilité qui est le budget local. Et du coup, on voit énormément de régies qui font une bonne partie de leur chiffre d'affaires sur du contenu local. Alors, ça nécessite une architecture technique qui est plus complexe, on va dire, mais ça ouvre des portes différentes à la monétisation. Et on voit des régies publicitaires, par exemple Smart Media, qui est spécialisé dans les galeries commerciales, qui va avoir un véritable mix entre des annonceurs nationaux et des locaux sur lesquels on va faire de la longue conservation. Et donc, ça va être le garagiste du coin qui va diffuser sur 3 ans. Mais tout ça, ça nécessite de la force commerciale. Et on ne peut pas devenir une régie locale sans qu'il y ait de la force commerciale. Bien sûr que la programmatique va commencer à récupérer des budgets sur lesquels qui vont se déverser sur les écrans. Mais moi, j'ai pas du tout de mal à dire que aujourd'hui, et c'est pour ça que je commençais à expliquer ce que c'était que les dépenses publicitaires dans le monde de la out of home, ce que c'était que le digital dans le monde de la out of home, pour bien comprendre que vu que la programmatique aujourd'hui, c'est même pas 1%, c'est 0,01% des revenus publicitaires en France, puisque ça vient juste de s'ouvrir, c'est normal qu'il n'y ait pas de solution miracle. Il va falloir de la résilience et du temps avant qu'on arrive à créer des vrais revenus. Et donc, il faut vraiment penser son ROI d'un point de vue global. Et je pense qu'on peut citer des marques comme Fitness Park qui ont réussi à franchir le pas de la monétisation en créant une régie interne sur laquelle, dans leur salle de sport, ils ont déployé plus de 1000 écrans et aujourd'hui, où ils arrivent à avoir à la fois du local, à la fois du global pour permettre un ROI. Et je pense que le directeur marketing de Fitness Park, qui était sur Paris Retail Week justement la semaine dernière, l'évoquait assez bien ce qu'il avait réussi à faire. Maintenant, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle et il faut vraiment penser à sa stratégie de communication avant de penser à sa stratégie de revenus. L'écran ne peut pas être une source de revenus si vous n'êtes pas spécialisé, si vous n'êtes pas une régie publicitaire. En tout cas, ça ne va pas l'être en un instant. Je ne sais pas si je réponds à la question. En tout cas, j'espère ne pas répondre, ne pas être langue de bois parce que ce n'est pas du tout. Non, mais je crois que tu as raison et je pense qu'il faut qu'on souligne cette dynamique. Et d'ailleurs, c'est les transformations que moi, je suis très interpellé par la transformation que cela doit amener, même dans la réflexion de la part des grands annonceurs et des grandes marques. Je pense que là où, effectivement, il y a besoin d'acculturer, il y a besoin de faire beaucoup de pédagogie pour comprendre, effectivement, cette nouvelle logique. Je crois que c'est peut-être là aussi, il faudra que nous sachions mettre l'accent. Comme tu l'as dit, la part est très faible encore aujourd'hui. Par contre, c'est peut-être très prometteur. Je crois que c'est cet écart-là qu'il faut que nous regardions et effectivement travailler beaucoup en pédagogie, en information. C'est ce que nous essayons de faire ce matin. Effectivement, ce n'était pas le Graal. Si c'était le Graal, ça serait. Donc voilà, mais ça sera peut-être le Graal demain. Sait-on jamais. Peut-être d'autres questions, disons. Oui, alors, David. Dominique, je me permets, mais tout à l'heure, une des questions que tu posais à Vladimir, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans les autres pays de façon à trouver des comparables. Et je pense qu'un élément très important qu'il faut comprendre, Nicolas, c'est que
aujourd'hui, ce qu'on est en train de dupliquer comme modèle, c'est celui de la publicité online. Et au moment où la programmatique est arrivée online, elle faisait 0 de revenus, hein, jusqu'à ce qu'elle prenne au fur et à mesure des parts de marché. Et en l'espace de 15 ans, c'est devenu hégémonique. Et aujourd'hui, plus de 95%, ça doit être de l'ordre de 95% des dépenses publicitaires mondiales online passent par de la programmatique. C'est ce qui va se passer, je pense, avec des échelles plus courtes dans le monde du digital out of home, parce que la technologie a évolué et est rendue accessible. Mais en tout cas, il ne faut pas attendre de miracles court terme. Et donc, c'était vraiment une stratégie long terme. Et je pense que voilà, on crée des modèles de société qui sont là pour durer dans le temps. Voilà, et donc, il va falloir faire preuve de résilience pour attendre ce moment. Merci David. Alors j'ai effectivement plusieurs questions. Donc une première question, tout à l'heure tu parlais donc d'inventaire. Didier pose la question justement auprès de quelle plateforme on peut mettre son inventaire. Et sinon Romary qui demande tout simplement quelques cas pratiques d'un bon réseau selon vous. Allez, voilà, à toi de jouer. pratique. À vous de jouer. Alors, pour les plateformes, moi, je peux répondre. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, pour les plateformes de monétisation, c'est ce qu'on appelle donc des SSP, des Supply Side Platforms. Sur le marché en France, il existe View qui intègre l'inventaire de JCDecaux, et pour l'instant, uniquement l'inventaire de JCDecaux. Hivestack donc, est présent à la fois côté SSP et côté DSP. Et là, pour le coup, on agrège un bon nombre des acteurs du marché. Et puis, c'est vrai que jusqu'à présent, pour l'instant, il existait assez peu de SSP et on commence à en voir un petit peu plus, mais les deux principales plateformes sont View et Hivestack. Merci. Ouais, et côté DSP, peut-être, on peut aussi citer Displace, hein, qui est en France, c'est assez intéressant parce qu'on parlait de spécificité française, Dominique, et c'est vrai qu'on est à la fois sur un marché mondialisé et on voit Hivestack qui présente son arrivée depuis le Canada, et je pense que c'est évidemment la norme de la société qu'on est en train de créer, mais pour autant on a des spécificités territoriales et on a un acteur, on peut souligner un acteur comme Displace qui évangélise le marché aussi bien de la programmatique que de la vente on va dire en ligne de l'espace out of home depuis quelques années en France et qui fait un super travail dessus. Donc je voulais juste les citer. Ensuite, pour répondre au deuxième point, alors c'est un vaste débat, je pense qu'on pourrait y passer des années carrées sur qu'est-ce qu'un bon réseau. Je pense que pour savoir ce que c'est qu'un bon réseau, il faut regarder ce que font les belles régies pour le comprendre. Et ce que c'est qu'un bon réseau, c'est un réseau qui connaît, qui comprend son audience et qui crée un parcours cohérent au sein de son audience. Et c'est quelque chose qui est hyper important, notamment demain dans le monde de la programmatique, parce que la data va être la clé. Et donc, un bon réseau, c'est avant tout un réseau qui va connaître son audience et sur lequel on va avoir un parcours cohérent en termes d'écran. Alors, bien que l'avantage d'une plateforme comme Hivestack va être de pouvoir acheter des écrans en réalité en fonction du parcours de l'utilisateur. Donc, je peux très bien imaginer acheter un seul écran pendant une cinquantaine de diffusions, puis un autre écran, puis un autre écran. Il n'en demeure pas moins que si on a un réseau cohérent en termes de normes d'écran, c'est-à-dire des écrans verticaux d'une certaine taille, horizontaux d'une certaine taille, on va être en capacité de créer des réseaux qui vont être cohérents pour une marque. Et je pense que ce qui est important, c'est toujours se placer dans l'univers des annonceurs, puisque c'est eux qui vont être intéressés à acheter le réseau, votre réseau. Et donc, toujours se demander qu'est-ce que cherchent les annonceurs. Et les annonceurs, ils vont chercher un endroit où communiquer, ou prendre la parole qui va être en cohérence avec leur marque. Donc, avant tout, un bon réseau publicitaire, un bon réseau de digital signage, ça va être un réseau qui va être en cohérence avec un ensemble de marques qui vont être visées, tout simplement. Est-ce que c'est pas ça l'écosystème dont tu parlais tout à l'heure? Est-ce que tu peux préciser un tout petit peu plus la question? Quand tu as beaucoup parlé que vous êtes en train de créer des écosystèmes. Alors, derrière l'écosystème, on met tout et rien. Alors, moi, j'ai besoin d'un peu de clarté. J'aime bien, moi, comprendre qui est partie prenante d'un écosystème. Je pense que c'est un élément qui me paraît vraiment être un élément important. Donc, qui sont les parties prenantes d'aujourd'hui et peut-être de demain?
Ouais, ceux bah, qui ne sont pas là aujourd'hui. oui, oui, tout à fait. Je pense que les parties prenantes, ça résume le schéma que faisait tout à l'heure présenter Vladimir à l'écran, résume assez bien les situations. On a d'un côté les acteurs qui sont la partie de demande, hein, la partie demand side, et donc ça va être les acteurs qui vont aller chercher des annonceurs et dont le métier c'est d'aller chercher des annonceurs qui vont avoir envie de communiquer. Derrière les acteurs de la supply side, donc typiquement Hivestack, qui eux vont avoir pour but d'être connectés à un maximum d'inventaire de façon à ensuite être capable de faire l'échange. Et peut-être même pour aller encore plus loin, et ce qu'il faut comprendre là-dedans, pour ceux qui n'ont peut-être pas saisi la subtilité, mais ensuite tout l'enjeu et la discussion qui va se passer entre la demand side et la supply side platform, sur lequel il y a une transaction qui se fait et sur laquelle il y a sur un système d'enchères. Et le but de cette enchère, c'est de maximiser le revenu pour la régie publicitaire et l'impact de l'annonceur. Et donc, c'est vraiment cette interaction qui se fait au milieu qui va avoir pour objectif de normaliser, rendre transparent l'échange et permettre de comprendre, en fait, de valoriser un inventaire et de savoir quel est le prix réel d'un inventaire, sachant qu'un inventaire va changer en permanence en fonction de la saison, puisqu'il va sans dire que l'audience qui va transiter typiquement dans un centre commercial en période de fête n'est pas la même qu'en dehors. Pareil pour la semaine, le week-end, il y a des phénomènes de transition de trafic qui vont se piloter par ça. Et donc, les acteurs de cet écosystème, il y a d'un côté les DSP, de l'autre les SSP. Il ne faut pas oublier les régies publicitaires dont le métier est de créer des réseaux cohérents et qui vont se connecter à des plateformes de programmatique, notamment pour permettre de vendre de l'invendu. Et tout ça grâce à des solutions, des CMS comme les nôtres. Mais on peut citer aussi, parce que mon but n'est pas de faire juste la publicité de scénario, mais nous, on joue sur le terrain de jeu de Broadsign, qui est le leader mondial et qui fait le même métier que nous, qui est celui de permettre la meilleure optimisation de l'espace d'un écran, donc pour interagir et permettre qu'il n'y ait jamais d'écran noir et que chacun des affichages soit maximisé en termes de revenus. Merci. Louison? Alors, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Donc, on arrive de toute façon tout doucement vers la fin de ce webinaire. Ce que je vous propose… Alors, attendez, j'ai peut-être entre-temps une nouvelle question qui vient de… non, c'est pas une question, mais plus un ressenti. Je vais quand même vous la lire de la part de Gilles qui dit « Vu du métier des études marketing, je perçois une hypertrophie du comment par rapport au pourquoi. Pouvez-vous récapituler les motivations d'annonceurs qui ont rencontré le succès d'audience via le DOH in-store ?» Excellent. Donc, finalement, si, une question qui sera peut-être la dernière. Je te laisse, David, y répondre. Je ne sais pas pourquoi ça me tombe dessus. Et sans vouloir passer une patate chaude, mais merci Gilles pour la question. Est-ce que Vladimir, tu as des exemples, notamment au Canada, de campagnes qui fonctionnent bien? Parce que très clairement, hein, la programmatique est ouverte en France depuis juillet. Donc, on est vraiment aux prémices des prémices. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais par contre, je rejoins absolument la remarque de Gilles sur le fait de dire que, en fait, il y a un décalage mais gigantesque entre le pourquoi on doit le faire et pourquoi c'est clé, et notamment basé sur de l'expertise technique et la preuve du marché par le passé dans le online, avec le décalage de « Ok, mais attends, moi, comment je transforme aujourd'hui? Moi, mon métier, c'est de vendre des petits pois. Comment je fais en sorte que en fait, ce média digital puisse être intéressant pour des annonceurs ?» Et je pense qu'il y a vraiment un énorme gap aujourd'hui qu'il faut combler. Je pense que ce webinaire est aussi là pour lancer un peu les réflexions dessus. Et c'est un plaisir d'échanger. Mais Vladimir, je te laisse. Oui. Alors, sans forcément se baser sur l'expérience du Canada, parce que effectivement, comme tu le dis, David, en France, c'est très récent, mais il y a déjà les premières campagnes qui ont été diffusées. Il y a aussi un engouement très fort de la part des annonceurs. Donc ça, oui, effectivement, je le confirme. Alors, bien évidemment, c'est toujours sur cet aspect d'innovation. Donc, ils ont très envie d'essayer et de diffuser leur campagne. Maintenant, effectivement, et tout l'intérêt, c'est de comprendre pourquoi ces campagnes qui étaient diffusées en gré à gré seraient maintenant diffusées en programmatique. Et tout l'intérêt, justement, et c'est ce que je vous disais, c'est d'intégrer de la mesure
et d'être capable de faire la démonstration que les campagnes opérées en programmatique, donc en s'appuyant sur des données, sur des critères de ciblage très précis, vont avoir de meilleures performances que des campagnes traditionnelles. Donc, effectivement, tout l'enjeu, il va se situer aussi au niveau de la mesure, mais le côté digital permet finalement d'avoir des mesures très fines. Je vous en parlais tout à l'heure, que ce soit des mesures de trafic en point de vente, des incréments de notoriété ou être capable de mesurer l'impact publicitaire pour s'assurer que ce ciblage qui a été fait en amont sur des individus, sur des données très précises, génère et apporte des performances de campagne qui sont supérieures. Et du coup, Bien. peut-être juste, Dominique, David, je t'en prie. un dernier message pour compléter. Je vais citer un exemple d'une super campagne qui a eu lieu sur le réseau Fitness Park par Red Bull récemment. Je cite des marques, mais pour donner je pense que c'est important, qui Red Bull a trouvé chez Fitness Park la cible qu'il vise d'un point de vue marque. Je pense que c'est hyper important. Ce genre de campagne a eu un succès fou chez Fitness Park, ce qui fait qu'aujourd'hui, Red Bull s'est déjà committé sur des budgets de l'année prochaine. Donc, je pense que c'est une preuve, on va dire, de réussite du métier dans le monde du retail et pas celui de la pub uniquement. Et peut-être pour compléter, je pense que l'importance de la data, l'importance de la certification, elle est clé. Et je pense que les régies l'ont intégré depuis longtemps. Un acteur a émergé, il s'appelle l'ACPM en France et fait un travail depuis plusieurs années de certification des affichages. Et je pense que c'est un vrai… c'est quelque chose qui a été pris très au sérieux et c'était pas le cas dans le monde du online. Et je pense qu'on peut vraiment citer que le fait que les régies publicitaires savent et ont compris l'importance qui était la leur dans la garantie de la diffusion et dans la réassurance des annonceurs sur le fait que leurs diffusions ne sont pas vaines et qu'elles sont liées à une véritable un véritable impact dans la vraie vie. La CPM s'est créée pour ça. Voilà, et aujourd'hui, la programmatique, ça se fait en direct, la certification des diffusions, mais je voulais juste citer l'acteur qui est intéressant et important au niveau français. Bien, écoutez, d'abord merci d'avoir joué le jeu, merci d'être venu, je crois que c'est important. Comme vous le savez, l'Observatoire Comédia, l'innovation est un élément déterminant. Nous pensons que quelle que soit l'innovation, nous devons la regarder, nous devons l'observer, nous devons l'intégrer dans nos réflexions, l'intégrer dans les usages, mais aussi l'intégrer dans le développement économique et celle de ces entreprises qui innovent, de ces entreprises qui apportent toujours de la valeur nouvelle. Alors, besoin de calage, on l'a vu, besoin peut-être de réglage, on l'a vu aussi, besoin de partager aussi, donc qui sont ces éléments importants. C'est ce que nous essayons, nous, de faire au mieux au sein de l'Observatoire Comédien, mais nous avons une conviction profonde. L'innovation est au cœur de ces sujets-là et la communication s'en trouvera grandie pour peu que l'innovation s'en empare et contribue donc à l'ensemble des métiers qui la composent. Nous nous retrouvons très prochainement et puis sachez que les chemins d'innovation pour l'Observatoire Comédia, c'est le 25 novembre prochain et toutes ces innovations doivent être présentes pour qu'on joue toujours, ce qui me paraît être clé, c'est la complémentarité des médiums entre eux. Et l'innovation est au cœur de cette complémentarité. Chaque médium doit innover et chaque médium doit globaliser l'ensemble de leur offre de valeur au profit des annonceurs qui sont tous en quête d'avoir effectivement de nouvelles solutions, parce que c'est bien ainsi que l'on avance. Merci encore à vous tous, à très vite, et bravo David, bravo Vladimir pour ces explications et d'avoir joué le jeu avec nous. Je crois qu'on découvre de nouveaux champs des possibles, et c'est toujours formidable. Merci, à très vite. Merci à tous. Merci Louison. À très vite, merci. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.